Nicole, we are all recording now. Thank you. Great. Thank you, Kat. Merci, Kat. Okay, so I think we're going to, it's almost the top of the hour. So, Emily, do you want to maybe put your camera on now? Alors, Émilie, si vous voulez And then bien I will brancher votre also caméra, start. je vais commencer le webinaire et je me mettrai sur muet et je vous passerai le bâton. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de commencer, très heureuse de vous voir tous. Je veux d'abord vous signaler que nous avons de l'interprétation de disponible dans les voyages pour le français, l'espagnol et l'arabe. Et vous pouvez les trouver sous le globe, sous l'écran. Je m'appelle Émilie Vargas Baron et je dirige l'Institut RISE où on développe le système sectoriel pour le développement de la petite enfance. Nous donnons la priorité pour assister les pays pour développer des systèmes multisectoriels pour le développement de la petite enfance et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et au nom de l'UNICEF et de l'Institut RISE, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier très important pour les systèmes multisectoriels pour le développement de la petite enfance. Des milliers de gens dans beaucoup de pays sont en train de travailler
euh, avec diligence pour développer, pour atteindre les objectifs et pour les niveaux au niveau global. Et les indicateurs clés ont été développés, testés et autorisés. Et on essaye d'identifier plus d'indicateurs clés pour ces développements dans tous les pays et pour inclure pour s'assurer qu'on inclut tous les enfants et toutes les familles. Comme vous le savez, euh, un instant, je vous prie. Comme, comme vous le savez, le secteur multisectoriel de SNE pour le développement de la petite enfance dépend de beaucoup de données et aussi pour la sélectionner des indicateurs pour les données et analyser les données. Beaucoup de pays ont déjà développé des bons systèmes multisectoriels pour surveiller et évaluer les SNE et ils sont en train de produire des données utiles pour les programmes et le budget de ECI. De plus, euh, des portails et des écrans sont en train de développer dans des secteurs différents du monde. Mais nous sommes conscients que beaucoup de pays sont dans les stades initiaux pour développer ces stades. Et il y en a même qui n'ont pas encore commencé. Les, euh, le cadre soins attentifs nous donne le moyen de développer pays par pays. Le webinaire d'aujourd'hui va nous permettre de développer le statut de notre pays pour développer un système robuste pour évaluer et aussi développer des ressources valables pour les projets de développement. Je suis ravi de présenter nos deux présentateurs. Au nom de l'UNICEF pour les enfants, c'est Monsieur Boniface Kakobwe, qui est un docteur et qui est un expert sur la petite enfance avec plus de 20 années d'expérience au niveau global, régional et au pays. Et il est un expert de SNI au quartier général de l'UNICEF à New York et ici, les finances et les partenariats. Avant, le docteur Kababwe était en charge des programmes en Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Avant de rejoindre l'UNICEF en 2012, il a coordonné le développement de l'enfance et aussi les programmes humanitaires et pour la survie au nom des programmes pour la Nation Asie, le UNDP. Il est passionné pour créer euh, des, des systèmes familiaux forts et robustes pour atteindre les objectifs pour l'enfance. Alors, la personne qui représente l'OMS sera Sheila Manji, qui est une experte dans l'OMS et travaille dans le quartier général à Genève, en Suisse. Et elle supporte beaucoup de secteurs différents, des gouvernements, des communautés et des œuvres caritatives. Elle est vraiment dédiée à développer des programmes, des solutions contextuellement appropriées pour réussir. Et à l'OMS, ces zones de travail incluent le support de l'implémentation et de travail avec des partenaires pour défendre les droits et investir dans le développement de la jeune enfance et aussi de renforcer les systèmes de santé pour donner des soins pour les fournisseurs de soins et les jeunes enfants. Je voudrais remarquer, nous avons aussi en bas de la page un endroit pour les questions et les réponses. Si vous voulez bien poser vos questions dans le secteur Q et A plutôt que dans le chat. Alors, notre premier présenteur, c'est Monsieur le docteur Boniface Kakobwe. Boniface, oui, merci beaucoup. Nous sommes honorés d'être ici aujourd'hui et nous avons que vous avez pris le temps pour
aimé cette conversation et nous allons présenter, on va voir la prochaine diapositive. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons focaliser sur les élèves euh, pour montrer. Euh, euh, alors, on va focaliser sur les éléments fondamentaux du cadre de soins intensifs. Que devons-nous surveiller et qu'est-ce qu'on apprend? Et il y a des choses que nous apprenons et nous allons passer du temps à parler de cela. Et ensuite, on va parler de la voie à suivre. Et voici donc le contour de ce que nous allons voir. Alors, le cadre de soins attentifs, comme vous le savez, a été lancé lors de la 71e Assemblée mondiale de la santé en 2018. Et il y a beaucoup qui s'est passé depuis. Mais il y a une feuille de route qui décrit pourquoi les efforts doivent commencer dès les premières années, dès la grossesse jusqu'à l'âge de 3 ans. Et, et il y a des gens qui pensent que c'est jusqu'à la mort. Mais en fait, c'est jusqu'à l'âge de 3 ans. Et aussi, comment les soins attentifs protègent les enfants des pires l'effet de la diversité et ce dont les soignants ont besoin pour prodiguer des soins attentifs. Et alors voilà, et alors voilà ce que les enfants doivent développer. Ah, les enfants ont besoin de beaucoup de choses, mais seulement les politiques, les services et les systèmes de données. Alors ils ont besoin de bonnes politiques et des bons services et des systèmes qui sont là pour aider. Euh, et quand vous déplacez euh, le graphique qui vous est familier pour les environnements qui soutiennent. Il y a la nutrition, la sécurité et ça, ce sont les components qui sont importants pour les soins. Mais ces 5 components font partie de l'environnement pour supporter le développement des enfants en santé. On a besoin d'avoir les capacités des soins et donner des pouvoirs aux communautés, les supporter le support et mettre les politiques en place. Et une fois que nous avons fait cela, les enfants seront sur la bonne voie sur le plan de développement. Et ça, ce seront des éléments pour les soins et les politiques pour qu'ils soient sur la bonne voie. Et c'est ce dont nous avons besoin pour qu'ils puissent se développer. Alors, peut-être que vous ne verrez beaucoup de cela, mais ne vous inquiétez pas. On va voir plus de ça après. Alors, il y a 24 indicateurs, mais ces 24 indicateurs sont, sont déjà là, existaient, et maintenant on les choisit. Et il y en a qui ont fait des rapports dessus, et les niveaux qui sont requis dans chaque pays. Et ça, ce sont les points de données qui sont appliqués pour le rapport. Mais comme je l'ai indiqué, je vais élargir cela pour les choses qui viennent et reviennent et pour que les enfants soient sur la bonne voie. Maintenant, je vais aller à la prochaine diapo. Alors, je vais déjà parler que je vais parler. Ça, ce sont le modèle logique du cadre de soins attentifs, abrévié. Et là, vous voyez en bas, et ça, ce sont les éléments pour les soins qui sont créés par les politiques, les programmes et les services. Et ça, ce sont les environnements que nous avons. Et quand nous allons en haut, et pour le leadership, les familles, les systèmes pour livrer les programmes, et les contacts sont très importants ici. Il y a tellement de secteurs, il y a tellement d'interprétations. On a besoin de systèmes qui sont très forts et et les évitations qui sont requises.
parce que les communautés, ce sont les gardiens dans les familles. A- Alors, on doit vraiment donner beaucoup de pouvoir aux familles et que dans les pays pour qu'ils prennent conscience et le leadership et l'assistance du gouvernement pour que ça soit bien implémenté et bien dessiné. Et donc, les actions, et nous avons investi dans les familles, dans les services d'observation et utiliser les données. Euh, et une fois que nous avons fait cela, on on va au niveau des résultats. Et là, vous voyez la bonne santé et les cinq secteurs dont je vous ai parlé. Une fois que les enfants ont atteint ce niveau-là, avec les soins et pour que tous les enfants puissent se développer à leur potentiel, et on a besoin de surligner les poids, tous les enfants. Il ne faut pas laisser un enfant derrière et il faut et pour qu'ils puis qu'ils puissent atteindre leur potentiel complet et pour qu'ils soient sur la bonne voie et jusqu'à 2030, qu'on soit sur la bonne voie pour les objectifs. Et ça, c'est donc le soin pour les soins. Attention. Alors, est-ce que les enfants, alors entre 2018 et maintenant, on doit vérifier, on doit évaluer. Alors, est-ce que euh, les enfants sont sur le bon niveau pour répondre, euh, euh, pour qu'ils soient sur la bonne voie? Et maintenant, ils peuvent atteindre ce qu'ils désirent, hein, pour qu'ils puissent élever, pour voir qu'ils sont bien au bon niveau. Ce sont des bons outils pour voir si ils sont évalués. Pour le développement, ah, alors vous voyez là de 0 à 3, 5 mois et le leadership de ça. Et nous avons aussi et le CDI 2030, et CDA 2030, et en 24 à 59 mois. Et ensuite, de AIM ECD de 48 à 83 mois. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'il y a un échafaudage des âges et ces instruments communiquent entre eux. Et c'est aussi un travail en progrès pour l'âgement. On va passer à la prochaine diapo. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de certains éléments. Alors, ce sont des profils que nous avons sur certains pays et vous pouvez aussi voir qu'il y a aussi des choses qui sont comparables. Alors, les mêmes questions. Alors, c'est une chose très rare pour avoir quelqu'un qui est standardisé de cette façon, juste pour que vous puissiez voir comment on peut les comparer. Alors, ici, comment on a fait pour avoir une analyse de ces éléments? On peut aussi vous dire que, il y a aussi la partie démographique, des enquêtes démographiques, des enquêtes en draft, des données nationales publiées dans des revues à fort impact, des définitions des données, des dates et des pays sur lesquels des données sont disponibles. Alors, on peut dire que ces données peuvent être aussi disponibles quand vous allez à la partie droite que vous regardez ici. Et vous pouvez aussi naviguer sur Internet pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Et vous allez voir, quand il s'agit de votre pays, vous allez avoir les informations. Alors, dans le prochain diapo, je vais vous parler des profils de certains pays. Ces profils vous donnent des indicateurs qui sont au nombre de 40, pardon. Et aussi, nous avons pour la partie démographique, on a quatre menaces pour le DPE, on en a 8. Les résultats et les impacts, on a 5 composantes de soins intensifs. On a aussi 9 indicateurs d'un environnement qui facilite euh, ce travail. Donc, et aussi qui se base aussi sur le droit des enfants
Donc, aussi, vous pouvez voir le niveau des résultats nous aide beaucoup à comprendre la raison pour laquelle ces indicateurs fonctionnent de telle façon. Alors, par exemple, si vous regardez ici, pour les santé, on a quatre indicateurs. L'alimentation, on en a trois. Sécurité et sûreté, quatre. Apprentissage précoce, quatre. Présentation des soins réactifs, c'est à déterminer. Si vous allez sur cette page, vous allez voir des informations qui parlent de sa définition, surtout qui parlent sur le droit des enfants. Et aussi, on peut dire aussi que ça peut aider. Par exemple, si vous regardez ici, on a neuf indicateurs. Par exemple, on a une tendance de 2005 à 2015 chez les enfants à risque de différence de sexe et de résidence, des enfants sur la bonne voie et qui sont aussi sur le plan du développement, des enfants ayant des difficultés fonctionnelles. Donc, je ne vais pas entrer de manière profonde dans les détails. Donc, je vous parle seulement des profils. À cette partie, je vais céder la parole à ma collègue Sheila qui va vous parler du prochain diapo. Vous avez la parole, Sheila. Merci Boniface. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu on peut voir qu'il y a une flèche qui monte et qu'il y a une partie qui descend aussi. Donc, vous pouvez voir comment cette image peut nous amener vers la façon dont on peut voir comment fonctionne le développement de l'enfant. Donc, on peut dire aussi, c'est partie des mesures qui présentent les impacts sur le développement de l'enfant. Donc, on va continuer à travailler d'arrache-pied à ce point, surtout sur les règlements, les principes qu'on doit mettre en place pour aider les enfants pour aider pour que le développement soit plus efficace et plus rapide. Donc, par exemple, si vous regardez ici, on a, après qu'on a parlé de charpente, de charpente, de la charpente, comment ça a été fait. Ici, on a, par exemple, une question de concept. Comment ça a été pour nous pour comprendre ce concept. Ce concept vous rappelle comment on peut procéder aux actions stratégiques pour qu'il y ait un développement réel et surtout quand il s'agit des soins attentifs pour la petite enfance. Donc, ça peut être un petit peu complexe parce qu'il n'y a pas vraiment une simple intervention sur la partie multisectorielle. Donc, ça parle aussi de l'importance de prioriser tous les enfants pour qu'on ne puisse laisser aucun enfant de côté. Donc, par exemple, si vous regardez cette partie, la première partie qu'on discute maintenant, c'est comment, c'est quoi et c'est qui. Par exemple, quand on regarde, par exemple, je vous encourage, si vous n'avez pas encore vu tous ces détails, je vous prie d'aller sur cette page, le site web, et vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur la façon dont on procède aux soins attentifs de la petite enfance. Par exemple, je peux aussi vous dire qu'il y a des informations qui ont été déjà actualisé. Donc, euh, quand il s'agit aussi de définir les indicateurs. Maintenant, après ce concept, on veut parler de la façon dont on doit surveiller ou contrôler le progrès du développement de l'enfant. Alors, ce qui a été fait, ce qui a été manqué, ce qui a manqué et ce qui doit être amélioré. On a aussi vu comment on peut aussi guider les gens à pouvoir, à pouvoir aider au progrès de l'implémentation de ce processus. Alors, on peut aussi voir que on a aussi un contrôle sur le progrès de l'enfant. Alors, il y a une question qu'on se pose. Faisons-nous ce que nous avions prévu de faire?
Et l'autre question, est-ce que cela nous amène aux résultats escomptés? Et aussi, on peut dire en 2023, on a aussi travaillé sur des domaines qui méritent une attention accrue. Par exemple, dire, c'est un résumé à haut niveau qu'on a fait. Donc, si vous pouvez voir la première partie, il y a la deuxième partie au milieu, c'est comment utiliser les données pour éclaircir la planification ou éclairer la planification, la budgétisation et la programmation. Et aussi, on essaye comment on peut mesurer l'impact individuel et collectif. Euh, Peut-être ça ne veut pas dire exactement que c'est vous qui devez faire ce travail, qui devez analyser les détails, mais on peut dire, ça peut aussi inclure comment, la façon dont on peut prendre des décisions. Par exemple, impliquer les familles et les communautés dans dans la conception des politiques et des programmes et cultiver des champions locaux et utiliser le multimédia. Aussi, une partie la deuxième partie, c'est aussi mettre en œuvre des solutions réalisables, durables et évolutives. Et ce qui est important aussi, il faut toujours utiliser la recherche sur la mise en œuvre. Euh, alors, on peut dire que il y a aussi il y a une recommandation pour quand il s'agit de savoir comment utiliser ces outils pour améliorer le développement de l'enfant. Alors, en réalité, on peut dire, parce que ces villes sont placées de manière complexe, on peut dire on a des secteurs qui sont très intéressants, très intéressants. Alors, on doit aussi penser comment on peut faire ça, parce que ça peut aussi aider à faire une meilleure approche. Par exemple, comment ça peut être fait. Quand on voit ce qui se passe à travers les pays, on veut parler des expériences de son pays. Il y a des pays qui vont très bien, il y a des pays qui ont déjà commencé et d'autres n'ont pas encore commencé. Alors, l'une des plus grandes choses qu'on a vues, c'est comment mesurer le développement de l'enfant dans le cadre des mix et des DHS. Aussi qui sont basés sur des enquêtes nationales qui sont faites de manière différente. Ça dépend du pays. Et aussi, on voulait dire on n'a pas vraiment essayé d'utiliser ces outils pour voir exactement comment l'enfant se développe, mais aussi comment on peut travailler avec les familles pour essayer de comprendre mieux la situation. Donc aussi, on a des cadres multisectoriels et de CE. Quand on parle, par exemple, on a deux pays qui est l'Égypte et l'Éthiopie. Alors avec ça, on a remarqué qu'il y a des efforts qui ont été faits juste pour voir comment on peut améliorer les cadres multisectoriels. Euh, alors, pour ça, on doit déterminer les indicateurs, contrôler les indicateurs, avoir toujours les yeux fixés sur les indicateurs pour voir comment on peut aider avec ça. Aussi, dans les jours, au commencement, on s'est aussi posé la question comment on peut continuer à améliorer ce développement. Par exemple, si on voit au sein du secteur de la santé, il y a quelque chose qui a été ajouté. Donc, c'était les indicateurs manquants. Par exemple, il y a une proposition d'enfants de moins de 5 ans suivie pour le développement de la petite enfance et aussi le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui ont été évalués ou suivis, et un nombre d'enfants de moins de 5 ans qui ont été référés pour une évaluation plus approfondie, retard ou handicap qui a été suspecté. Par exemple, on peut dire que le nombre d'enfants on doit aussi essayer de voir s'il y a un retard, surtout dans la façon dont l'enfant se développe. Donc, si vous essayez d'examiner cette partie, alors ça ne vous dit pas exactement
comment l'enfant développe. Mais ça peut vous mener à la bonne direction, juste pour que vous puissiez comprendre comment la nature du support offert à l'enfant fonctionne. Et la dernière partie qu'on a vue, c'est l'intérêt dans le développement multisectoriel. Donc, à plusieurs niveaux, on peut dire ça peut nous aider à aller plus loin dans le processus. Donc, ça peut nous aider aussi à avoir plus d'informations sur la façon on peut voir l'intérêt dans le développement du cadre. Il y a les parties de pointage et les tableaux de bord aussi qui font partie de la partie multisectorielle. Donc, on peut dire que ça ne se fait pas seulement de la façon individuelle, mais on a besoin des outils qui permettent de faire ça. Alors, comme nous allons de l'avant, la voie à suivre, on remarque que les cadres de SAE multisectoriels, on a besoin de plus en plus pour surveiller de manière continue et on a besoin d'un accord dans chaque pays, quels sont les objectifs et quelles sont les responsabilités de chaque secteur. Et aussi, on doit comprendre les responsabilités de chaque secteur et quelles sont la recherche de chaque mix et qui est responsable pour chaque secteur recherche. L'accord des indicateurs fait partie du puzzle et on doit aussi s'assurer qu'on a les bons outils pour capturer l'information ensemble. Nous avons beaucoup des systèmes de gestion de l'information de routine. Mais le défi, c'est que tous les gens qui ont accès à cela, je peux voir par exemple les MAS pour la santé, mais pas pour l'éducation. Mais si on veut voir le tableau complet, on a besoin d'avoir des systèmes coordonnés qui communiquent entre eux euh, et, euh, et coordinent ensemble. Et peut-être que ça demandera un système d'ensemble pour voir qu'on puisse regarder et aussi des politiques qui promotent le partage ou des scores, des cartes de score ou des tableaux pour qu'on puisse voir que les outils pour avoir accès au système et les données, quelquefois il y en a toujours accès au niveau national, mais quelquefois il faut la décentralisation pour quelle est l'information dont les niveaux inférieurs ont besoin, plus bas. Alors voici des mécanismes de coordination à des niveaux multiples pour les gens qui... Alors, il y en a beaucoup qui sont accumulés et beaucoup de structures sont développées pour définir quels sont les indicateurs dont on a besoin et peut-être des neufs potentiellement et aussi rationaliser les efforts. Mais ce n'est pas assez de juste passer en revue les données, mais on doit aussi voir comment on va les utiliser. Et donc, ces mécanismes de coordination peuvent nous aider à utiliser les données et le budget dans les plans de secteur et d'autres considérations dans les plans multisectoriels, ainsi que les politiques. Beaucoup de ce travail se passe dans les euh, systèmes au niveau national et aussi la plateforme pour le développement de politiques. Et donc, il y a pas mal de gens qui font partie de ce processus et qui ont l'expertise, mais pas toujours. Et, et, et quelquefois, même pas pour les officiers dans les bureaux nationaux de statistiques. Et donc, il faut plus que ces gens soient impliqués et qu'ils aient plus d'attention sur comment les données flottent et comment est-ce que les données sont envoyées vers le haut, mais quelquefois ne reviennent pas vers le bas. Et donc, euh, et donc ces données sont très loin, éloignées des gens qui implémentent. Et il faut que donc l'information puisse aller en haut et en bas et horizontalement, et particulièrement là où les décisions sont prises. Et nous reconnaissons que ça change comme ça. Et avant que je clôture, je voulais juste vous rappeler le website, le site web pour
pour les soins, le cadre des soins intensifs. Alors, il y a une section pour chaque pays et l'expérience des pays. Et ensuite, il y a les pages. Ensuite, il y a les 5 actions stratégiques. Et vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre pour accéder le guide et des exemples et des ressources clés. Euh, et voici les actions stratégiques et le progrès pour garder tout ça sous observation. Alors voilà les pays, et bien sûr, c'est pas complet. Et on vous, s'il vous plaît, partagez, on aimerait bien partager votre expérience et vos pays à cette liste. Alors, il y a les directives pour 2019 et il y a des travaux dans l'apprentissage de la jeune enfance et des rapports plus récents et aussi accès des outils dont nous avons parlé et aussi les progrès. Je vous encourage de regarder cela. C'est comme un arrêt pour faire des courses, pour montrer que tout ce qui est disponible. Mais si vous voulez voir les indicateurs ou les modèles, vous devez retourner au plateau d'origine. Et bon, je crois qu'avec ça, je vais m'arrêter et je vais vous repasser la parole, Émilie. Merci. Merci beaucoup, Sheila et Boniface. C'était vraiment des présentations excellentes et très claires. Et j'espère que tout le monde va aller aux ressources que vous avez listées aujourd'hui. Je veux vraiment féliciter vos deux institutions, l'UNICEF et l'OMS, pour ces grands efforts que vous avez faits pour le progrès, les progrès qui ont été atteints. Mais en même temps, il reste beaucoup à faire. Et nous avons les soucis. Nous devons avancer le plus rapidement et le mieux possible. Mais nous avons appris beaucoup de choses. Nous savons comment répondre aux questions qui sont posées par Sheila, qui faisait partie de sa présentation. Mais les réponses dépendent sur les évaluations, les ressources, la structure, la politique dans chaque pays. Et ensuite, construire sur ce qui existe déjà. Construire de la base, d'une manière très sécure et bien équilibrée pour surveiller le progrès et aussi une vigilance éternelle et que nous apprenons tous de tout le monde et que nous allons de l'avant ensemble, heureusement. Alors, laissez-moi vérifier si nous avons des questions. Nous en avons. Voyons voir. Monsieur Mohamed Hassan, et de mon expérience, il est clair que le leader du pays doit vouloir la coordination entre les ministères que travaillent bien. Euh, qui devrait faire cela pour motiver? Je crois que... Est-ce que vous pouvez répéter? Excusez-moi. J'ai raté la question. Vous pouvez répéter. D'expérience, il est vu que le chef de l'État ou du pays est, il veut la coordination entre les ministères et que ça marche bien. Qui devrait faire cela pour motiver cela? Est-ce que c'est probablement le chef de l'État pour promouvoir la collaboration entre les ministères? Oui, oui, c'est une très, très bonne question de mon collègue qui a posé la question et ça fait partie de ce genre de soucis du terrain. Il a raison que quand nous avons que les ministres, ça vient des ministres, nous voyons beaucoup de momentum. Mais pour que cela fasse, il faut qu'il y ait des choses, il faut qu'il y ait des défenses qui soient en place. Et ce que nous avons appris, ce que nous avons vu, c'est que les CDO est positionné comme en partie d'un plan plus général économique pour le pays. C'est ce qui, c'est ce que, c'est de là vient le leadership. Et c'est ce que nous avons vu en termes des gouvernements, les ICDO en position pour la coordination des ministères et de leurs bureaux.
et ça fait partie d'une plus grande composition. Une fois que SED n'est pas inclus à cela, à un point critique, c'est très difficile. euh, et c'est pour ça que j'ai indiqué que nous avons besoin de toile de fond de ça et de donner de la base dans les pays respectifs pour prêter notre soutien pour qu'ils puissent voir en investissant par exemple $1, ils vont bénéficier d'un plus. Et j'ai vu ça que dans plusieurs pays. Et nous avons vu ce genre de changement et de mouvement. Mais je vous dis, une fois que vous avez le président, le premier ministre, mais ça ne se passe pas tout le temps. Il faut la structure du gouvernement et c'est vraiment importante pour offrir de l'assistance. Et comme ces ministres ne peuvent pas faire tout ça seuls, ils ont besoin d'aide. Et on a besoin que le leadership un majeur puisse influencer le changement. Sheila, est-ce que vous voulez ajouter vos pensées à cela? Non, je dois reconnaître les contributions du chat et les parlementaires, les personnes seniors du gouvernement pour faciliter la coordination. Oui, il y a beaucoup de manières. On a besoin d'étudier les systèmes gouvernementaux pour chaque pays, parce que chaque pays est tellement différent. Dans certains cas, il y a un ministère qui mène la coordination et construit la structure, mais la création de systèmes organisationnels comme un conseil pour la petite enfance met une grande emphase sur observer les évaluations et promouvoir les accords intersectoriels qui ont besoin d'être faits. Et il y a certains pays qui ont beaucoup du chemin à faire. Et c'est très utile d'avoir le leadership du chef de l'État, mais il y a d'autres manières d'aller de l'avant dans la plupart des pays où il n'y a pas beaucoup d'aide au niveau présidentiel ou du Premier ministre. Voyons voir. Il y a une autre question. Quand nous parlons des soins et de l'éducation à la petite enfance, comment est-ce que ce département de santé peut soutenir l'éducation, le système éducatif pour promouvoir une réforme du développement de la jeune enfance? Très bonne question, Sheila. J'apprécie, oui. Et c'est vraiment la nourriture pour l'esprit, mais c'est une expérience pour partager et ça parle de la relation entre les secteurs de santé et éducatifs. Et je pense que si un enfant va à la pré-école ou à la crèche, euh, et ça, c'est le mandat du ministère de l'Éducation, alors quel est le rôle du ministère de la Santé? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et je pense que ce qui arrive à l'esprit, ces environnements sont des plateformes qui peuvent identifier les enfants qui ont besoin d'aide supplémentaire ou de soutien supplémentaire. Il y a des exemples où les soutiens où les fournisseurs de soins peuvent aller dans les cadres éducatifs pour donner des immunisations et aussi faire des évaluations pour le stress, le mental euh, et offrir du soutien. Je pense que dans les environnements de la jeune enfance, pour les santé, ils sont là et ils entrent, ils sortent pour leur visite médicale. Mais s'il y a quelqu'un là qui travaille pour nous, sera en mesure pour ramasser des choses dont ils auront besoin pour leur soutien. Et donc, ça établit des rapports forts et donc des connexions entre l'éducation et le système de santé. Beaucoup peut être fait pour créer des synergies pour qu'ils puissent travailler ensemble. Oui, j'adore cette réponse. Boniface, voulez-vous ajouter quoi que ce soit? Oui, merci Sheila. Oui, on a parlé de l'importance de défendre des politiques. Les politiques qui sont là, qu'est-ce qui définit les rôles et les responsabilités de chaque personne? Mais on doit aller au-delà de cela, de cette politique, et on voit donc un vide pour définir les rôles et dans les pratiques. On voit dans certaines poches
qui sont des secteurs qui ne sont pas coordonnés. Pour les synergies, comme il a communiqué, ont besoin de coordination. On a des groupes, des techniques de travail et les experts en développement de l'enfance pour s'assurer que tout le monde participe, parce que s'ils ne font pas partie de la conversation, et il y aura un ministère qui sera dominant. Il faut atteindre le développement de la petite enfance, il faut que ce soit au niveau national. L'enfant a besoin, euh, on ne peut pas se permettre, on a besoin que tous les secteurs, pour restaurer la politique qui est traduite en réalité, pour qu'ils puissent au moins obtenir aussi les fonds nécessaires, le minimum. Et ça va, le premier important, s'il y a le Premier ministre, ça c'est très facile de, de demander au ministère de coordonner pour l'enfance. Mais voilà ce que nous sommes, d'accord? Et on a besoin d'aller de l'avant. Merci. Euh, et aussi quelque chose qui est très utile, ce sont la participation pas mal entre les équipes permanentes ou les écrivains ou les secrétaires, pour qu'ils puissent tous collaborer, qui que ce soit, qui que ce soit l'administration qui est en train de mener. Et ça, c'est une manière de promouvoir euh, les politiques essentielles et aussi les systèmes pour surveiller et évaluer. Voyons voir une autre question. Nous avons un autre participant, et désolé si j'ai mal prononcé votre nom. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette partie du développement de l'enfant et comment est-ce qu'on peut collaborer avec les gouvernements locaux? Est-ce que ces collaborations peuvent avoir aussi une influence sur la participation du gouvernement? Donc, ça, c'est une autre question. Est-ce que vous pouvez répondre, Boniface? Oh, merci, Émilie. C'est une bonne question. Je pense que les personnes qui utilisent ces indicateurs sont vraiment intelligents. Laissez-moi souligner que aussi certaines parties ils sont très importantes. Par exemple, on peut dire qu'il y a des gens qui essayent d'influencer le gouvernement, mais je ne veux pas dire que le gouvernement, c'est la partie la plus difficile. Mais je peux dire aussi, ça peut aussi être fait à partir d'un pays, d'un district, n'importe où. Donc, la façon dont les choses sont faites là-bas, on doit avoir une approche de responsabilité. Donc, on peut dire que à cette partie, il faut apprendre à apprécier l'effort de chacun parce qu'on a besoin de tout le monde. Alors, dans cette question, on peut dire que certaines fois, on a besoin de ce qu'on appelle les petites organisations doivent aussi en faire partie. Donc, on peut dire qu'on doit travailler ensemble juste pour voir comment ça peut être une réussite pour aider les enfants. Alors, je peux dire que ça me fait très content parce que ça améliore, ça nous aide à améliorer la situation. Donc, on peut aussi dire que des fois, on a vraiment besoin des organisations parce qu'on peut aussi accentuer sur les valeurs traditionnelles. Il n'est pas question de faire faire quoi, où et comment. Alors, ce dont on a besoin, c'est d'avoir les outils nécessaires à travers les efforts de chacun des organisations, comment on peut procéder au développement de la petite enfance. Merci. Je peux aussi dire, il y a certains petits commentaires qui viennent dans la boîte de dialogue. Par exemple, on dit il y a des participants qui posent des questions sur des gens, par exemple, des propriétaires d'entreprises
Est-ce qu'ils doivent aussi en faire partie? Alors, je peux dire que la réponse est non, parce que l'effort de chacun est très important. Alors, comment est-ce que aussi ça peut créer le mécanisme pour améliorer le développement de la petite enfance? Alors, on peut dire que ça fonctionne à différents niveaux. Donc, on peut dire qu'il y a des mécanismes il y a des mécanismes qui peuvent fonctionner de manière nationale, au niveau du gouvernement. Je pense aussi comment ça peut aussi fonctionner à divers niveaux. Alors, par exemple, cette question de centraliser et décentraliser certains pays, donc on peut dire que des pays qui sont centralisés ou décentralisés, on peut dire qu'à différents niveaux, quel type de plateforme qu'on doit utiliser, quelles techniques on peut mettre en place, des réunions aussi qu'on peut avoir. Euh, mais quelles sont ces plateformes existantes qui existent à différents niveaux? Et comment est-ce que ces plateformes peuvent être utilisées quand il s'agit d'avoir différents types de participants? On peut aussi dire que la société civile, par exemple les ONG, d'autres institutions académiques pour le développement des enfants et des familles, ils jouent un rôle très important. Mais si on peut les mettre aussi, on peut aussi les impliquer dans le processus, dans le projet. Donc, je pense que le travail peut être plus facile pour nous et les résultats vont être plus satisfaisants parce qu'on va avoir plus de force pour travailler. Alors, essayez bien de comprendre votre puissance, la façon dont on doit travailler ensemble. Donc, on peut dire ce sont des choses chez la ce que vous avez mentionné chez la Boniface, c'est très important. Alors, nous avons une question de Rapman. Il a posé la question, est-ce que sur les LCD, comment ça peut être atteint, euh, surtout dans le système de gouvernement centralisé? Boniface, vous pouvez répondre? Oui. Euh, oui, j'ai entendu quelqu'un poser cette question. Parce que lui, il ou elle veut parler, a parlé d'une question de décentraliser certains pays quand il s'agit, euh, quand il doit avoir affaire au gouvernement. Laissez-moi vous dire que euh, les données peuvent ne pas être utilisées pour aller sur un point où on peut analyser les données sur la centralisation ou décentralisation euh, à un niveau que vous puissiez comprendre. Donc, pour retourner à la question, euh, on peut aussi se poser la question, comment est-ce qu'on peut avoir ces données sur le développement de la petite enfance. Et aussi, les langues peuvent aussi créer une barrière. Certaines fois, ils peuvent ne pas comprendre les questions, ils peuvent ne pas comprendre les dialogues, etc. Quand on essaye de voir une partie proportionnelle de la population, et certaines fois, des gens peuvent ne pas comprendre le programme parce que les données elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour faciliter la compréhension de certaines personnes. Donc, on peut dire que l'impact est très important dans le programme et aussi ou dans la programmation. Et même si on n'a pas vraiment des données décentralisées, mais ce qui est important, c'est de trouver le mécanisme qui se base sur comment on peut utiliser ces données pour faciliter la compréhension. Alors, mon dernier commentaire sur ça, c'est qu'on utilise la population pour qu'elle s'engage à faire partie de notre programme. Merci Boniface. Sheila, je pense que la même chose,
c'est une question des principes, des règles. C'est pas vraiment les données qui peuvent avoir des répercussions sur des populations à un certain niveau. Par exemple, je peux aussi parler l'approche au niveau national. Par exemple, certaines fois, on a une attente que certaines choses peuvent arriver à un niveau et on peut avoir des données qui ne sont pas vraiment suffisantes pour faciliter la compréhension sur le résultat des données. Alors, comme on peut voir que quand certains processus sont en train de se développer, des règles sont aussi développées, on peut aussi dire que oui, le processus pour, euh, pour encourager, euh, pour encourager la réflexion sur les données ou l'utilisation des données sont très importants. Quand on peut voir aussi, quand on regarde aussi, on jette un regard sur la façon d'autoriser des données, on peut dire que ça, c'est très important. Ah oui, ça dit vraiment, c'est tout le système, les analyses, l'application, le budget, le programme, la planification sont très importants. C'est une partie qui est vraiment grande. On peut dire que on peut avoir un système peut-être développé, mais vous êtes encore en retard parce que c'est un système qui a été déjà développé un an à l'avance, un an avant. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment on peut avoir les éléments et aussi comment les résultats peuvent être développés. Donc, on peut dire que ça devient comme une sorte de spirale. Le plus on apprend, le plus on travaille. On a une question de Dow Wardley. Quels sont les avantages et les risques qu'il y a dans cette question de plaidoirie pour le développement de l'enfant et comment le CRPD, la Convention de la droite peuvent, la Convention en éveil peut aussi bénéficier ou donner des avantages à ces approches. On va essayer de voir comment on peut répondre. Oui, j'ai compris la question. Je pense, la dernière partie de la question, c'est que comment on peut tirer des avantages de certains outils, des outils. Ce qu'il faut avoir, c'est avoir des guides. Ça, c'est au-delà des avantages ou des profits. Euh, alors, on peut dire aussi certaines provisions qu'on a aussi faites peuvent aussi aider euh, à ne pas laisser, à ne laisser personne de côté. Donc, mais on peut aussi avoir certains retards quand il s'agit de l'implication de certains individus ou certains principes ou certaines personnes. Alors, ce que je peux dire, c'est juste d'avoir un engagement, comment on peut s'engager à plaidoyer pour le développement des enfants. Alors, c'est la chose à laquelle on s'engage. Alors, c'est ce qui va faire la différence. Donc, on dit pas que ça peut être au-delà des avantages, au-delà des profits qu'on va faire, mais tout doit se faire de manière qu'il faut, parce que chaque enfant a leurs droits et ils doivent profiter de leurs droits. Merci, Boniface. Sheila? Je pourrais aussi dire ce que Boniface a dit. Bon, je ne vois aucun risque dans ça. Donc, c'est une question d'engagement. Tout le monde doit s'engager, tout le monde doit participer. Et comment on peut voir, comment on peut faire un enchaînement pour essayer d'avoir un système en bonne fonction. Et aussi, j'ai trouvé que avec les indicateurs, certains indicateurs qui aussi ont travaillé aujourd'hui plutôt. Et aujourd'hui, j'étais là et j'ai pensé aussi comment
on peut voir ça. Alors, si on ne compte pas les enfants, donc on ne peut pas déterminer, on ne peut pas savoir qui sont les enfants qui ont plus besoin de support. Donc, où sont ces enfants? Nous ne savons même pas combien d'enfants est-ce qu'on a. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est le problème en soi. Donc, c'est juste l'engagement qu'on doit essayer d'avoir pour aider les enfants le plus que possible. Alors, quand on parle de l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, je pense il est important de mettre en place le système qui se base sur l'intervention pour les enfants et aussi juste pour nous rassurer que tous les enfants ont la même opportunité pour atteindre leur potentiel. Donc, c'est très important de le savoir et c'est quelque chose sur lequel on travaille de pays en pays, juste pour voir comment on peut essayer à aider tous les enfants à avoir le même droit. Anjana Mangoups Galari, le thème de notre séance aujourd'hui a parlé de l'importance du développement des enfants. Donc, alors, je pense que ça peut se baser plus sur l'éducation. Alors, cependant, les soins sanitaires et la protection des enfants sont très importants. Et aussi, ça doit être pris très en charge. Sheila, est-ce que vous pouvez commencer avec ça? Je vais donner une pause à Boniface cette fois. Alors, je suis tout à fait d'accord, 100% d'accord. Alors, donc, c'est pas exactement une question d'éducation ou de protection. Donc, quand on essaie aussi d'impliquer les gouvernements dans ce programme, donc on peut dire qu'il y a beaucoup des gens qu'on peut utiliser, beaucoup de secteurs aussi qu'on peut utiliser pour que les enfants puissent avoir leur protection de manière totale et de manière bien faite. Alors c'est ce dont on a besoin. On n'a pas seulement besoin de deux aux trois secteurs. On a besoin de tout le monde. On a besoin des bras de tout le monde. On a besoin de l'appui de tout le monde. On a besoin de l'aide de tout le monde. Mais quand même, on va toujours continuer à trouver plus de gens pour participer à ce processus. Boniface? Je suis d'accord avec Sheila. Et si on envoie ce message qu'on essaye de discuter maintenant, on peut aussi l'envoyer à d'autres personnes intéressées, d'autres personnes concernées. Donc aussi, j'aime aussi cette question des composants qui font partie de ces composants. Mais c'est pas une question de dire, ah, faites ceci, faites cela. C'est aussi vous dites, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Alors, la sécurité, c'est pas un seul secteur. Je pense qu'on doit aussi voir les composants et aussi pour dire que les secteurs dans lesquels on travaille aussi de manière délibérée donc, peut impliquer d'autres personnes à faire partie de notre groupe. Mais le message clé, c'est d'essayer toujours de faire tout ce qu'on peut, essayer d'impliquer les gouvernements, donc pour voir comment on peut améliorer la vie de certains enfants. Donc, le message clé est très intéressant. Alors, je pense que ce secteur est vraiment concerné. Merci. Toutes les Toutes les ressources ressources doivent doivent être venir ensemble mises en et nous œuvre devons tous pour travailler aider les ensemble. familles et les Nous avons des enfants, familles et des juste enfants que nous devons pour servir. qu'on ait un Je veux bon remercier résultat. Je Sheila veux et remercier Boniface Sheila et Boniface pour leur pour leurs réponse et interventions et encourager tout le aussi les gens monde qui ont posé des de questions. travailler très Et dur merci dans vos aussi. pays pour développer les systèmes, les ressources et les services pour les familles et les enfants le plus possible suivant vos capacités. Merci beaucoup. Nous étions ravis et bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée. Au revoir.